notre collègue d'Oran, M. Bouayed, qui va nous présenter une expérience originale concernant aussi un sujet qui est discuté. Ce sont les stents multicouches qui sont adaptés dans le cas particulier au traitement des anévrismes aortiques thoraco-abdominaux. Tout d'abord, je dois remercier les membres de l'Académie et mes collègues de la Société de chirurgie vasculaire française pour m'avoir invité pour venir vous parler du traitement des anévrismes thoraco-abdominaux par les stents multicouches. Tout d'abord, je dois vous dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt, et ça c'est très important. Alors, le problème du traitement chirurgical des anévrismes thoraco-abdominaux est bien sûr le problème de la préservation de la perméabilité et la revascularisation des artères viscérales et médulaires. Le traitement des anévrismes thoraco-abdominaux est l'un des plus difficiles, sinon le plus difficile de la chirurgie vasculaire. La prévalence de ces anévrismes thoraco-abdominaux ne cesse d'augmenter en raison des progrès faits dans le dépistage. 80% sont d'origine dégénérative, 15% compliqués d'une dissection, et le reste sont constitués par les maladies du tissu conjonctif, les aortites inflammatoires, telles que la maladie de Takeshita, et les maladies infectieuses, telles que la tuberculose, et puis bien sûr les anévrismes traumatiques. Les études ont montré que les facteurs prédictifs de rupture étaient le diamètre antéro-postérieur, le taux de croissance semestriel ou annuel et le tabagisme. Donc les indications opératoires généralement admises concernent des anévrismes qui en principe ont un diamètre de plus de 6 cm chez des patients en état général relativement conservé, avec une espérance de vie acceptable. Crawford a divisé ces anévrismes en 4 types, 1, 2, 3, 4. Le traitement chirurgical conventionnel est conduit après une thoracophénolaparotomie ou une thoracophénolambotomie. Il nécessite un clampage aortique, une mise à plat greffe, une perfusion sélective des artères viscérales et bien sûr une réimplantation des artères viscérales et parfois même des artères médulaires. C'est en raison de la difficulté du traitement chirurgical et parfois de ses graves complications que le traitement endovasculaire se développe de plus en plus et tend à supplanter le traitement chirurgical conventionnel. Ce traitement endovasculaire peut être conduit de deux manières, soit par une technique hybride consistant en un implantage premier des artères viscérales suivi par la mise en place d'une endoprothèse couverte, soit par des techniques totalement endovasculaires faisant appel aux endoprothèses fénétrées et branchées, soit aux stents multicouches qu'on appelle aussi modulateurs de flux multicouches. Alors, quel est le concept du MFM, du modulateur de flux multicouches? C'est un stent auto-expansible constitué de nombreux fils métalliques tressés en alliage de cobalt, interconnectés en plusieurs couches. Il a une forme géométrique tridimensionnelle et le nombre de couches s'adapte à la taille et à la morphologie de l'artère à traiter. Vous voyez sur la photo de gauche la structure tridimensionnelle d'un stent multicouche et sur la photo de droite la structure bidimensionnelle d'un stent multicouche. Le MFM peut être une solution globale pour le traitement de tous les anévrismes, surtout ceux qui comportent des collatérales importantes ou qui sont proches de collatérales importantes. Ils sont donc indiqués dans les anévrismes intracrâniens, dans les anévrismes périphériques et bien sûr dans les anévrismes thoraco-abdominaux. Alors, quel est le concept du MFM? Les études in vitro, in vivo et les études informatisées ont montré que dans le sac anévrismal, après la mise en place d'un MFM, qu'il y avait une diminution de la vitesse du vortex, c'est-à-dire des ondes tourbillonnaires, d'environ 90%. Et qu'en plus, fait intéressant, c'est qu'après la mise en place d'un MFM, le flux qui est normalement turbulent dans les sacs anévrismales devient laminaire. Cette transformation en flux laminaire et cette diminution des vitesses du vortex permet de diminuer les pressions et les contraintes locales qui s'exercent sur les parois anévrismales, les préservant en principe de la rupture. Vous voyez aussi au niveau des collatérales, sur une collatérale normale, il y a des turbulences à l'origine de cette collatérale, de la branche aortique. Quand on met un stent multicouche, la turbulence à l'origine de cette branche persiste. Et puis quand on met un stent multicouche, on voit que le flux s'aligne et qu'il devient laminaire. Sur cette courte vidéo, on voit à gauche la turbulence au niveau du sac anévrismal. Je ne sais pas si ça marche. La vidéo ne marche pas. C'est très court comme vidéo. Eh oui, parce qu'il n'y a peut-être pas ici le... Peut-être que je vais mettre ma clé USB.
c'est pas grave. Je sais pas, il faut que je la voie. Oui. Oui, c'est ça. Bon, sinon, c'est pas grave. On revient. Ah non, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça du tout. Sinon, on revient. On revient, c'est pas grave. Bon, je reviens. Bon, la vidéo n'a pas marché. Il y a parfois des problèmes de technique. C'est pas grave. Là, sur cette courte vidéo, on aurait pu voir un flux turbulent dans le sac anévrismal et un flux qui devient laminaire après la pose d'un stent multicouche. Alors, dans un anévrisme fusiforme ou saxiforme qui n'a pas de collatéral, le flux aortique de la poche anévrismale est en principe redirigé après la mise en place d'un MF1 vers la lumière aortique distale. Alors cette redirection du flux, le flux qui devient laminaire, la diminution du vortex, va permettre la formation d'un thrombus qui va s'organiser en couches stables selon les lignes de Zahn et ressemblant à un bulbe d'oignon. Cette thrombose extensive va à la longue, au bout de quelques mois, exclure totalement le sac anévrismal. Dans les anévrismes fusiformes ou saxiformes avec une collatérale, le flux est plutôt redirigé par effet aspiratif dans cette collatérale-là. Et par un effet Venturi, il va y avoir une rétraction progressive du sac anévrismal autour de cette collatérale. Cette rétraction deviendra complète au bout d'un certain temps, la collatérale restant perméable. Le taux de rétraction de cette poche anévrismale dépend du diamètre de la collatérale et de la rigidité pariétale. C'est vrai que l'exclusion du sac anévrismal peut mettre beaucoup de temps, de nombreux mois, mais le fait d'avoir une diminution des contraintes locales et des pressions au niveau des parois anévrismales permettrait peut-être la préservation, les protégerait peut-être contre la rupture. Vous voyez aussi cette endothélisation, ces photos de l'endothélisation qui est systématique sur le stent et qui s'arrête, quand vous le voyez ici, au bord de la collatérale. Voilà ces photos, donc une endothélisation qui s'arrête au niveau des collatérales et qui laisse les collatérales perméables. Alors je vous rapporte une étude monocentrique prospective débutée à partir de mars 2012 dans notre service de chirurgie vasculaire d'Oran. Nous avons traité 31 patients pour des pathologies aortiques par MFM. Parmi ces 31 patients, 17 ont été traités pour des anévrismes thoraco-abdominaux. Parmi ces 17, nous avons exclu un malade parce qu'il avait un anévrisme thoraco-abdominal post-dissection et la dissection ne rentre pas dans le protocole d'étude des stents multicouches. Nous avons aussi exclu un malade parce qu'on vient récemment de le traiter, donc le recul est court pour qu'on puisse l'y intégrer. Et puis nous avons aussi exclu 2 patients, je vais vous en parler tout à l'heure, des patients qu'on ne devait pas traiter par stent multicouche parce qu'ils avaient des anévrismes rompus. Parce qu'ils avaient des anévrismes rompus. Or, même le cardiatiste qui commercialise ces stents contre-indique l'utilisation de ces stents multicouches dans les anévrismes pré-rompus ou rompus. Mais à l'époque, on n'avait pas d'autre solution à proposer à ce genre de malades. C'était des malades qui étaient en mauvais état général et on leur a proposé la pose d'un stent multicouche. Voici le premier malade, un malade de 71 ans qui avait un anévrisme Crawford type 4 et qui a rompu totalement son anévrisme 2 mois après la mise en place d'un MFM. Et puis une femme de 44 ans qui avait un volumineux anévrisme de 113 mm de diamètre, aussi qui avait des signes de pré-rupture, qui avait un Crawford type 4. Elle est décédée 3 mois après l'intervention. Nous voyons sur l'évolution des scanners qu'à 2 mois, on n'a rien vu de particulier, mais qu'au 3e mois, elle est revenue dans un état de choc hypovolémique. Nous l'avons quand même opérée. Et au début de l'intervention, on a fait une artériographie. On voit sur la photo de gauche que la rupture s'est faite au niveau du poil inférieur de l'anévrisme, alors que le stent ne recouvrait plus le poil inférieur de l'anévrisme. Alors là, on s'est demandé, est-ce que c'est le stent qui a migré pendant ces 3 mois? Est-ce que le stent a été mal placé initialement? Enfin, à partir de ce cas-là, on s'est dit que pour les gros anévrismes volumineux, peut-être qu'il ne faudrait pas mettre des stents multicouches parce qu'il faudrait attendre la thrombose totale. Or, la thrombose peut mettre beaucoup de temps et la rupture peut survenir avant la thrombose totale. Et puis, on s'est dit aussi qu'à chaque fois que l'anévrisme, le poil inférieur de l'anévrisme se rapprochait de la bifurcation aortique, il fallait aller avec les stents jusqu'au niveau des iliaques communes, surtout avec le nouveau stent actuellement, un stent bifurqué. Cette configuration peut être une solution à ce genre d'anévrisme.
Alors, les 13 malades qui sont retenus, leur âge moyen est de 68 ans, 9 hommes, 4 femmes, avec un diamètre moyen de 71 mm, des extrêmes de 51 à 110, une longueur moyenne de 217. Il y avait 2 Crawford 1, 3, 2, 5, 3, 3, 4. Tous les patients avaient de nombreuses comorbidités associées. Les facteurs de risque les plus importants étaient l'hypertension artérielle et le tabagisme. Les données techniques, une fois ça a été fait, la procédure a été faite sous anesthésie locale, 8 fois loco-régionale, 4 fois générale. La durée totale d'exposition en rayon X a été de 38 minutes. La durée de la procédure, 80 minutes. La durée du déploiement du MFM, de 3 minutes. Le nombre de MFM implantés par patient au niveau aortique, il était en moyenne de 2,7, mais quand on rajoute les stents multicouches iliaques, nous trouvons un nombre moyen de 3,1 MFM implantés par patient. Les données de sécurité, il y a eu 100% de succès technique. L'artériographie de contrôle permet de contrôler et les artères viscérales et l'existence éventuelle d'une endofuite. Toutes les artères viscérales qui ont été explorées sont restées toutes perméables, c'est-à-dire 50 sur 50. Il est à noter qu'un malade est venu avec une obstruction, il avait au préalable une obstruction de l'artère mésentérique supérieure qui était asymptomatique et qu'un autre avait une obstruction de l'artère rénale sans insuffisance rénale. Il y a eu 2 endofuites traitées par la mise en place d'un autre MFM, un de type 1 et un de type 3. Il y a eu 142 millilitres en moyenne de perte sanguine. Il n'y a pas eu de conversion chirurgicale. 3 complications liées à l'accès ont été opérées chirurgicalement. Des complications post-opératoires, il n'y a pas eu d'AVC, aucune paraplégie, ça c'est important. 2 malades ont fait une insuffisance rénale, dont 1 a été dialysé, et 2 malades ont fait une complication ischémique post-opératoire, dont 1 très grave. Il est décédé, c'est le seul décès en post-opératoire à J30, donc nous avons une mortalité de 7,7%. Le séjour hospitalier moyen a été de 7 jours, avec des extrêmes de 4 jours. Les patients qui avaient des douleurs ont vu leurs douleurs disparaître dans tous les cas, et le traitement de sortie a comporté 2 anti-agrégants plaquettaires associés à une statine. Le contrôle se fait selon un calendrier précis, à 1 mois, 3 mois, 6 mois, et puis 1 fois par an, basé sur l'examen clinique, le bilan radiologique, téléthorax, abdomen sans préparation et angioscanner. L'évolution, donc puisqu'un patient est décédé précocement après la procédure, donc nous avons suivi 12 patients sur 13, le suivi moyen est de 6 mois avec des extrêmes de 3 mois à 11 mois. La mortalité tardive, un patient est décédé au 7e mois, mais son décès n'est pas lié à l'anévrisme. Il n'y a pas eu de migration des stents. Le sac anévrismal a été exclu en totalité dans 4 cas. Il a sensiblement diminué de diamètre dans 4 cas, et puis son diamètre est resté stable. Dans les autres cas, il n'y a pas eu de rupture. Les angioscanners de contrôle nous ont permis de voir que la perméabilité des artères viscérales a été totale, 100%, 46 artères viscérales perméables sur 46. Et puis nous allons, à travers 4 cas, vous montrer l'évolution du diamètre du sac anévrismal. Là, c'est une photo d'un malade au 14e jour après la procédure qui montre très bien la perméabilité des artères viscérales. Là, voici c'est un premier cas, un homme de 54 ans qui avait un anévrisme Crawford type 3 de diamètre maximum de 51 mm, donc un anévrisme relativement petit. Voici l'évolution de son diamètre. Au 7e mois, il a diminué de 9 mm et cet anévrisme s'est pratiquement totalement thrombosé au 7e mois. Son scanner à 7 mois montre une parfaite perméabilité des artères viscérales, une coupe au niveau du tronc cœliaque de ce même malade, une coupe au niveau de l'artère rénale gauche. Un autre cas, un patient de 63 ans avec un anévrisme de type 4, d'un diamètre maximum de 61 mm. Voici l'évolution de son diamètre. Nous voyons que le diamètre n'a pas diminué, 1 mm, mais ce n'est pas significatif. Par contre, les artères viscérales sont restées perméables à 3 mois. Une coupe au niveau du tronc cœliaque, une coupe au niveau de l'artère mésentérique supérieure, une coupe au niveau de l'artère rénale droite. Et puis un 3e cas, c'est une femme de 76 ans avec un Crawford type 3 d'un diamètre de 61 mm. Là aussi, nous voyons que le diamètre n'a pas franchement diminué. Par contre, les artères viscérales sont restées perméables. Là, c'est une coupe au niveau du tronc cœliaque, de l'artère mésentérique supérieure, de l'artère rénale gauche et de l'artère rénale droite. Un homme, le dernier, avec de multifacteurs de risque, avait une sténose peu significative de l'artère rénale droite et un anévrisme modéré de l'origine de l'artère rénale gauche qu'on a décidé de ne pas traiter, qui avait un anévrisme Crawford de 4 d'un diamètre maximum de 81 mm. Et nous voyons là qu'à 7 mois, le diamètre du sac anévrismal a diminué de 4 millilitres, que son sac anévrismal, son anévrisme est presque totalement thrombosé. La perméabilité des artères viscérales dans ces photos-là, même celle de l'artère rénale droite qui a été un petit peu sténosée, une coupe au niveau du tronc cœliaque, une coupe au niveau de l'artère mésentérique supérieure et une coupe au niveau de l'artère rénale droite et de l'artère rénale gauche.
Alors, en discussion, que dire? C'est qu'il faut se poser toujours la question, quel est le traitement qui est à la fois efficace et le moins risqué pour les anévrismes thoraco-abdominaux, d'autant que ces malades qui ont un anévrisme thoraco-abdominal ont généralement des comorbidités associées relativement sévères. Un patient sur deux est insuffisant respiratoire, un patient sur deux a une autre lésion cardiovasculaire, notamment coronarienne, et un patient sur 4 a des lésions rénales, une insuffisance rénale. Alors une revue de la littérature sur le traitement conventionnel montre que la mortalité à 30 jours varie entre 7 à 35%, que la paraplégie varie entre 4 à 21%, que les insuffisance rénale aiguë survient dans 5 à 6% des cas et que les complications respiratoires varient de 22 à 49% des cas. C'est pour ça que les meilleurs résultats sont obtenus dans des centres expérimentés avec des équipes spécialisées, habituées à la prise en charge de ce genre de patients. Pour les techniques hybrides, c'est sûr qu'elles donnent peut-être moins de mortalité, moins de morbidité, mais Chiesa a rapporté une série de 49 patients dans laquelle il retrouve quand même 4 décès au cours du suivi, et les 4 décès en rapport avec l'anévrisme. Alors les endoprothèses couvertes et branchées et fenêtrées, bien sûr, elles donnent sur le plan radiologique une exclusion totale immédiate du sac anévrismal, puisque le produit de contraste ne passe pas. Seulement, elles aussi, elles ne sont pas délignées de tout risque, elles entraînent une certaine mortalité, une certaine morbidité. Sur les seuls, bien sûr, sur une petite série de 7 anévrismes thoraco-abdominaux, ne retrouvent pas de décès, mais quand même, ils retrouvent 3 cas de paraplégie et 2 ischémies mésentériques. Roselli aussi rapporte une mortalité de 5,5%, 4% de complications médulaires et 11% d'insuffisance rénale aiguë dans une série de 73 patients traités par endoprothèse branchée et fenêtrée. L'ORC aussi a publié en 2010 une étude multicentrique sur les endoprothèses couvertes, fenêtrées et branchées. Il y avait 134 patients d'âge moyen de 73 ans avec un diamètre antéro-postérieur variant de 45 à 91 mm. Il y avait 403 artères viscérales qui ont été traitées, dont 256 artères rénales. Bien sûr, il n'y a pas eu de grosse mortalité, la mortalité n'a été que de 2%, mais il y a eu 12 endofuites, une paraplégie, une dialyse post-opératoire, et au cours du suivi moyen de 15 mois, il y a eu une diminution, 12 réinterventions. Jean-Pierre Beckma a lui aussi présenté une étude sur les endoprothèses couvertes, branchées et fenêtrées. Il a divisé sa série en 2 groupes. Un groupe de 165 patients qui avaient un anévrisme aortique étendu aux artères rénales. Il retrouve une mortalité à 30 jours de 5,5%, une morbidité de 18,8% et 1,8% de complications médulaires. Et le deuxième groupe, un groupe de 24 cas d'anévrismes thoraco-abdominaux, il retrouve une mortalité à 30 jours de 4,2%, une morbidité de 29,2% dans 16,6% de parésie et de paraplégie. Et fait intéressant, c'est que le coût moyen du traitement endovasculaire a été retrouvé 2,5 fois supérieur à celui de la chirurgie. Les endoprothèses fenêtrées et branchées ont donc des limites, elles sont chères, elles sont limitées dans les urgences puisqu'il faut un délai pour leur fabrication, elles sont souvent larges et elles peuvent ne pas être utilisées lorsque l'accès est limité par les calcifications et les tortuosités. Elles ne sont pas utilisées quand les artères viscérales ont un diamètre inférieur à 4 mm et puis leur taux de perméabilité, leur taux de durabilité à long terme n'est pas encore précis. Les avantages du MFM, il n'y a pas de surmesure en dehors de la zone aortique d'ancrage. C'est une procédure qui peut se faire sous anesthésie locale, elle nécessite peu de produits de contraste. Elle réduit le temps d'exposition aux rayons X, elle réduit la durée du séjour, mais pour la réduction du coût, ça c'est une question qui reste à poser. Alors les inconvénients, c'est qu'il y a toujours le jump up vers le haut du stent multicouche, le rétrécissement, même s'il est modéré, mais ces deux caractéristiques restent toujours des inconvénients. En plus, une artère viscérale ne peut pas être traitée par voie endovasculaire après la mise en place du MFM, donc il faut la traiter avant, même si maintenant il y a certains radiologues qui tentent à travers les orifices du stent multicouche, qui tentent de cathétériser et de mettre un stent, de dilater et de mettre un stent. Et puis il y a aussi le problème de la thrombose du sac. Plus le diamètre est important, plus le délai d'exclusion est long. Alors en conclusion, que dire? C'est que le traitement des anévrismes thoraco-abdominaux est difficile, d'autant qu'il s'adresse à des malades fragiles, que la chirurgie ne peut se concevoir que dans des centres expérimentés, que les endoprothèses fenêtrées et branchées posent encore des problèmes liés à la complexité de la procédure, à la formation des équipes, au coût qui reste élevé, et puis au résultat à long terme qui n'est pas encore clair. Les stents multicouches peuvent avoir de bons résultats à condition de poser des bonnes indications, c'est-à-dire ne pas les utiliser dans les anévrismes pré-rompus ou rompus, à condition aussi de respecter strictement des exigences techniques telles que surdimensionner le stent d'au moins 20% par rapport au diamètre
de la zone aortique d'ancrage, avoir une zone d'ancrage de 2 à 3 cm, un chevauchement des stents de 3 à 5 cm, tout en évitant ce chevauchement au niveau de l'aorte viscérale. Et puis bien sûr, il faut couvrir largement l'anévrisme. Les stents multicouches peuvent être indiqués pour tous les anévrismes, mais plus encore pour les anévrismes thoraco-abdominaux, pathologie à haut risque chirurgical. Et même avec peu de recul, le MFM reste pour nous la seule solution thérapeutique à proposer aux patients avec anévrisme thoraco-abdominal. D'autant que les résultats semblent encourageants et j'espère que je reviendrai pour vous présenter les résultats à 1 an, 2 ans et 3 ans. Je vous remercie. Je vous remercie pour cette expérience qui est très originale et qui est intéressante, mais qui incontestablement fait poser beaucoup de questions, hein, parce que ces stents multicouches, ça reste quand même un petit mystère. Vous avez bien expliqué qu'il y a une théorie derrière. Mais la poche reste quand même en tension et on peut toujours se poser la question de leur efficacité à long terme, mais on se la pose. Et c'est dans ce sens que votre expérience est extrêmement intéressante. Alors moi je n'ai aucune expérience de ces stents multicouches, je crois qu'il y en a assez peu d'ailleurs dans le monde. Et je voudrais savoir, sur le plan, vous avez insisté sur l'ancrage supérieur et inférieur, et alors, je voudrais savoir en quoi c'est un problème, puisque finalement, il n'y a pas de thrombose des branches, on peut couvrir ce qu'on veut, hein, comme longueur, puisque finalement, vous avez bien montré qu'il n'y avait pas de thrombose des artères viscérales qui restent perfusées. Donc je ne vois pas en quoi l'ancrage constitue un problème. Oui, ça constitue un problème, parce que comme je l'ai dit, le stent peut se rétrécir, même si le rétrécissement est modéré, mais ça existe. Mais en plus, il peut sauter vers le haut. Et donc, s'il saute vers le haut, il faut rajouter peut-être un autre stent pour couvrir et le haut et le bas, les zones d'ancrage d'en haut et d'en bas. Pour bien comprendre, ce sont des stents qui ont une sorte d'élasticité, une flexibilité, d'accord. Et il faut pas surdimensionner à moins de 20% parce que justement c'est ça. Le problème c'est que si c'est pas franchement surdimensionné, si c'est surdimensionné à 5 ou à 10%, il faut qu'à ce niveau-là, au niveau de la zone d'ancrage, il faut que le diamètre soit calculé de manière précise parce que sinon il y aura migration. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Je suis assez impressionné par le fait que le stent n'entraîne aucun rétrécissement des artères collatérales. Et au début de votre exposé, il y avait éventuellement 2 ou 3 couches de stent. Et même quand on augmente le nombre de couches, le flux sanguin passe à travers les mailles et ne se bouge jamais. C'est ça que... En urologie, on a une expérience, mais nous, on est sûr que dans notre spécialité, ça ne marche pas. Ça, mais les systèmes de pression sont tout à fait différents. Ça peut se bouger. C'est pour ça que j'ai dit à la fin, il faut absolument éviter le chevauchement au niveau de l'aorte viscérale. Donc parce qu'en principe, il faut peut-être placer le premier stent au niveau de l'aorte viscérale, et puis s'il faut replacer un autre stent, c'est plus haut et plus bas. Donc il faut éviter cette zone. Parce que c'est vrai que chevaucher 2 ou 3 stents au niveau de l'aorte viscérale, il est vrai qu'il peut y avoir des obstructions des artères viscérales. Oui, oui, monsieur Nathalie. Oui, puisque personne ne l'a encore fait, je crois qu'il faut féliciter notre collègue Boyed pour cette présentation qui est tout à fait originale. merci. Je connais son service à Orange, je sais la façon dont il a organisé, dont actuellement il en a fait un service de référence pour toute l'Algérie, et je crois qu'il fallait le dire. Le terme de multicouche s'applique au stent exactement. Voilà, vous savez, vous doutez bien que ces choses-là sont assez nouvelles pour moi. Et que, alors, qu'entendez-vous par multicouche ? Alors, peut-être que c'est un terme qui n'est pas franchement adapté à ce qu'on veut dire. Oui. Ce sont des fils en alliage de cobalt qui sont tressés les unes contre les autres. Voilà, c'est tout. Et donc, parfois, donc on obtient à peu près 3, 4, 5 couches de fils métalliques interconnectés entre eux. Voilà. Donc on les appelle multicouches. Voilà. Mais ce n'est pas une couche, puis une couche, puis une couche. C'est ce tressage-là qui est important. Et c'est la firme Cardatis qui vous fournit ça ? Oui, c'est la seule de toute façon. C'est la seule. C'est la seule, ouais. Merci. Je crois que vous êtes invité à revenir pour présenter les suites de vos travaux, parce que vraiment c'est très original. Et effectivement, on associe aux félicitations de M. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Boyed. Merci.